La justice était d'une grande maison. Et vous voyez, cette maison, vous ne la connaissez pas uniquement très très bien en étant dans le salon sans jamais y bouger ou en bouger. Vous la connaissez en allant à la cave, dans les archives, au grenier, et puis en vous baladant dans les couloirs, et puis surtout en n'hésitant pas à passer par la salle des machines. Et bien c'est à peu près ce que j'ai essayé de faire. Les Illuminés du droit, un nouveau numéro, c'est le printemps. Et on a encore des invités qui sont extraordinaires. Vous les retrouvez au rendez-vous des transformations du droit en physique, mais on trouvait qu'une fois par an avec Open Law et Village de la Justice, c'était trop peu. Et donc, tous les mois, vous avez rendez-vous avec de nouveaux caractères qui viennent du monde du droit et font des carrières incroyables, ou alors qui ont rejoint ce domaine qui, aujourd'hui, offre des perspectives comme jamais. Bienvenue à tous, bienvenue dans les Illuminés du droit et bienvenue à vous, Hafid Boulakras. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors, c'est la première fois qu'on reçoit un magistrat au milieu de cet univers. Alors, vous allez dire, magistrat illuminé du droit, peut-être que vous avez quand même remis un petit rapport sur l'intelligence artificielle il n'y a pas très longtemps à des ministres et c'est peut-être pour ça que vous êtes là. Je suis ravi d'être là avec vous. Et si spécifiquement il s'agit pour moi d'intervenir sur le sujet de l'IA, je suis encore plus heureux, parce que j'ai l'impression que ce moment a été déterminant à l'occasion de ma carrière. Alors, on va combiner IA, magistrature, on va combiner en fait tout ce que vous avez fait, parce que ça démontre une richesse de tout ce qu'on peut faire comme étant magistrat. Aujourd'hui, vous êtes directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature. C'est ça. Vous travaillez donc avec une avocate. Ça fait comment le jour où vous êtes arrivé après, ou ça s'est passé comment? Je suis arrivé après. Je pense que le mariage s'est plutôt bien fait, qu'on a réussi à démontrer en quelques années de collaboration commune, qu'on a fait en sorte que l'École nationale de la magistrature s'améliore sur un certain nombre de pans. Donc je suis peut-être le premier magistrat à être reçu aujourd'hui, mais je suis un magistrat très compatible avec la fonction d'avocat, si jamais la compatibilité n'était pas existante par ailleurs. Ben surtout, j'espère qu'on en trouvera d'autres qui accepteront, après vous avoir vu, de nous rejoindre, parce que nous sommes tous des collaborants d'une belle justice et on espère que tout cela démarrera au mieux. Alors vous, ça a commencé à Bobigny. En fait, Bobigny, une histoire totalement incroyable, parce qu'en plus, vous avez rencontré un monsieur qui s'appelait Monsieur Molins. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que je commence à Bobigny, et puis si on y réfléchit, quand on voit mon parcours d'ailleurs, on pourrait y voir une succession de lignes sur un CV, une succession de fonctions, mais il y a en réalité quelque chose d'assez commun. Il y a un vrai fil rouge qui s'est tissé, et je pense que les choses commencent à Bobigny. Alors avec François Molins, mais surtout dans des fonctions qui sont des fonctions particulièrement exigeantes, en qualité de substitut du procureur. Alors, vous arrivez, en fait, c'était sorti de l'école, vous étiez auditeur de justice, votre première expérience en juridiction. Comment ça s'est passé, finalement? Alors, c'est ma première expérience. Je connais Bobigny en qualité d'auditeur de justice dans un premier temps. D'accord. Puis, je fais une rencontre avec François Molins, à l'époque procureur. Et puis, l'alliance se fait plutôt bien. Et il me propose de pouvoir revenir sur place en qualité de substitut du procureur, mais de ne pas le faire seul, de le faire également avec quelques autres sorties d'école. Et nous voilà arrivés à Bobigny à 14. 14. 14. 14 copains de l'ENM qui se retrouvent à Bobigny avec François Molins comme patron, 2 adjoints. Je crois que vous en parliez en préparant, qui sont extraordinaires. On peut leur dire bonjour. Ouais, vous définissez parfaitement la situation. 14 sorties d'école, 14 copains, un grand chef qui est François Molins, mais surtout 2 adjoints. Patrick Poiré, qui s'occupait à l'époque de la politique de la ville et qui est pour partie à l'origine notamment du téléphone grave danger. Et puis Solange Moracchini, 2e adjointe de François Molins, que je salue également, puisque la chance m'en est donnée. Je la salue parce que c'était une tête pensante de l'action publique comme j'en ai rarement vu. Et alors, c'est là qu'a commencé votre réflexion sur toutes ces problématiques de digital, d'organisation, parce qu'on va revenir sur tous les projets que vous avez accompagnés, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros projets que vous avez finalement vu un peu comme un visionnaire sur la suite de la justice. Je crois que Bobigny a été une matrice de beaucoup de choses pour moi, parce que vous pourriez me définir aujourd'hui comme étant un acteur du numérique, mais j'ai
j'ai fait d'autres choses. J'ai fait de la coopération, j'ai fait de l'intelligence artificielle, pour peu que ce ne soit pas du numérique. Je fais de la formation au moment où on se parle. Et je crois que tout a commencé à Bobigny spécialement. Alors sur le sujet du numérique, oui, j'ai une expérience personnelle qui, en tout cas, sans me traumatiser, m'a beaucoup marqué. Je me souviens de contentieux qui étaient des contentieux répétitifs, sans nécessairement les citer, et puis de 2 formations correctionnelles qui avaient à connaître de ce même contentieux. Et quand je dis Au même contentieux endroit et répétitif, des voisins, en fait. exactement. Lundi, mardi, une formation. Ouais. Mercredi, jeudi, vendredi, une autre formation correctionnelle. Le contentieux est exactement le même. Et pourtant, la décision pénale qui est celle du lundi, mardi n'est pas celle du mercredi, jeudi, vendredi. Et il n'y a pas eu de match de foot en cours de route comme aux États-Unis ou chose de ce type-là. Mais c'était répétitif et il n'y a pas systématiquement des matchs de foot entre le mardi et le mercredi. Donc ça me donnait à penser qu'il y avait pourtant une nécessité de prévisibilité pour le justiciable et qu'on ne la retrouvait pas. Et je dirais que là, je vois là la matrice de ce que pouvait être le numérique. La donnée, la possibilité de comparer, la possibilité de trouver des patterns dans des situations qui étaient comparables, et donc la possibilité pour nous de travailler sur une amélioration de la justice. Et d'améliorer aussi l'humain, parce qu'à l'usage, j'imagine que voir ces cas et finalement avoir des décisions hétérogènes, pour le juge, le magistrat que vous êtes, c'est quelque chose d'un petit peu frustrant quand même. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là. Il faut y faire attention, c'est-à-dire que la comparaison ne doit pas absolument conduire le juge ou le procureur à quelque chose de figé, mais c'est pour cela que je parlais de prévisibilité, ça doit conduire à une décision qui est mieux pensée, parce qu'elle va soit dans un tendanciel qui est majoritaire, soit elle est différente, et dans ce cas-là, si elle doit être différente, elle doit pouvoir se justifier. Alors, il y a eu d'autres expériences, il y en a une aussi, j'ai découvert Eurojust, oui, tout à fait. C'est quoi Eurojust? Parce qu'on a toujours des essais pour essayer de mieux travailler au niveau européen contre la grande délinquance, mais il y a déjà des organismes qui existent de coordination, si j'ai bien compris. Et extrêmement efficace, à tout vous dire. Alors, Eurojust, c'est peut-être normal que vous ne connaissiez pas cette agence européenne qui, malheureusement, est un peu le parent méconnu d'une grande famille qui est celle de la coopération européenne. On entend souvent me parler d'Europol, et à dessein. Europol est la plus grande agence d'information, en tout cas celle qui concentre le plus d'informations au monde, devant le FBI. Mais juste en face, il y a un bâtiment qui abrite un certain nombre de magistrats venus de l'ensemble des pays européens et qui, au sein de cette agence intergouvernementale, forment un certain nombre de bureaux qui sont des bureaux nationaux. Moi-même, j'appartenais au bureau français d'Eurojust. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en commun des enquêtes, quand c'est nécessaire, afin d'améliorer la coopération judiciaire en matière de lutte, principalement contre la criminalité organisée et le terrorisme. Oui, donc le complément d'Europol, version magistrature. Je pense qu'on peut le définir comme ça. En tout cas, il y a une association très forte entre les deux, avec une utilité qui est commune, mieux lutter contre la criminalité transfrontalière. Parce que vous le comprenez, la criminalité ne se pose pas la question des frontières. Et l'idée, c'est que... un peu comme la fiscalité, oui, c'est ce qu'on a en commun. C'est possible, c'est possible. Et je crois que l'idée, c'est que l'Europe a pensé des institutions qui pouvaient améliorer la lutte contre tout ce qui est criminalité transfrontalière. Et dont on pourrait plus parler, je trouve, mais ça, c'est à titre personnel. Alors, vous avez une telle richesse dans votre carrière, je me suis permis de faire des petits carottages, et sinon vous reviendrez. Bien sûr. Cassiopée, c'est un souvenir sympa, pas sympa? On rappelle un petit peu ce que ça faisait quand même, ou ce que ça fait. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Alors, j'ai eu la chance. C'est comme ça que je présenterai mon parcours à chaque fois. Parce qu'à chaque moment de ma carrière, j'ai l'impression d'avoir une chance extraordinaire. Cassiopée. Que vous avez saisi. Chance que j'ai pu saisir, des fois provoquée d'ailleurs. À tout vous dire, Cassiopée, c'est un peu le bac à sable de ma capacité à diriger un projet numérique au sein du ministère de la Justice. Oui, parce que c'était le premier pour vous, en fait. C'est le premier vrai projet. Et j'y ai appris l'informatique, j'y ai appris l'organisation judiciaire, j'y ai appris la conduite du changement. Et puis j'y ai appris autre chose, c'est-à-dire que j'y ai appris la manière de conduire un projet de bout en bout, en faisant en sorte de comprendre ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas. Alors je suis arrivé sur une fin de vie du projet, plutôt pour le déploiement de ce même projet, mais j'y ai compris les recettes, ou la recette qui était nécessaire pour réussir un projet à l'avenir. On rappelle en 2 mots ce que fait Cassiopée? Bien sûr, c'est une application nationale qui permet notamment d'avoir un historique complet des événements dans la vie d'une procédure pénale. Pour vous résumer la situation, ça me permet à un procureur qui se trouve à Niort
de savoir que la veille, à Marseille, une personne a pu être poursuivie, voire condamnée. Et notamment, s'il se retrouve sur le ressort de Niort avec cette même personne, il est en capacité de personnaliser ses poursuites, puisqu'il sait que la veille, il s'est passé quelque chose à Marseille. Oui, c'était une sorte de doctrine avant doctrine, bien avant doctrine, en fait. C'est ça, et qui est extrêmement efficace d'ailleurs, puisqu'elle elle permet en temps réel de savoir ce qui se passe dans la vie pénale d'une personne. Il y a eu un autre grand moment, alors peut-être que vu de l'extérieur, c'est un peu bizarre, mais les États généraux de la justice, on en a beaucoup parlé à l'époque. Ça faisait comment de l'intérieur? Rappelez-vous du contexte surtout de l'époque qui consistait à avoir, en mai 2021, si je ne me trompe pas, une manifestation de 35 000 policiers devant l'Assemblée nationale, avec un slogan consistant à dire « Le problème de la police, c'est la justice ». Et nous sommes dans une situation où les deux chefs de la Cour de cassation, les plus hauts magistrats, vont voir le président de la République et il est décidé, à l'issue de cette réunion, qu'il faut lancer les États généraux de la justice. Toute la question a été de savoir, une fois que j'ai été désigné comme étant, j'ai envie de me décrire plutôt comme un grand chambellan, une espèce de grand secrétaire général, l'idée c'était de savoir ce que l'on pouvait faire qui était différenciant. Et donc nous avons travaillé à ce qui avait été fait les années précédentes. Il y avait une conclusion. Il y a des acteurs qui n'avaient jamais été interrogés pour pouvoir améliorer la justice. C'était les citoyens et c'était les partenaires de justice. Et parmi eux, les avocats notamment, qui avaient rarement été interrogés pour savoir ce qui pouvait potentiellement poser difficulté. C'était dû à quoi en fait? Je crois que pour les acteurs d'administration centrale ou les acteurs politiques, la justice était une affaire d'experts. Et je crois que le révélateur de mai 2021, le révélateur de l'année 2021, puisque les contestations venaient de toutes parts pour les activités de justice, le révélateur, c'était que justement, il y avait des fondés de pouvoir, des leviers d'opinion, ou des acteurs qui subissaient la justice et avaient énormément de mal à la comprendre. Et je crois que la meilleure manière justement de transformer cette justice, c'était pas uniquement de réfléchir à l'amélioration du procès pénal, de réfléchir à la procédure civile. C'était également de comprendre l'interaction qu'on avait avec le justiciable, avec l'avocat, avec le policier. C'est-à-dire, on vous apprend qu'on est auxiliaire de justice à l'école d'avocat, mais après, dans la réalité à vivre, c'est un petit peu plus compliqué, en fait? C'est possible, ce que l'on a pu constater, en tout cas à l'occasion des États généraux de la justice, en mettant en place une plateforme, qui était une plateforme numérique pour pouvoir interroger avocats, policiers, gendarmes, greffiers, notaires et citoyens. Nous avons eu énormément de remontées. Je vous le rappelle, 50 000 contributeurs, 1 million de contributions. C'était absolument extraordinaire. Et on a eu des choses extrêmement riches, et notamment l'idée qu'il y avait une nécessité d'améliorer le dialogue entre magistrats et avocats. Et d'où, depuis, tout ce qui est fait pour arriver à mieux être coordonnés, mieux échanger, collaborer ensemble pour une meilleure justice. Derrière, il y a eu la procédure pénale numérique. Alors là, quand même, question dialogue avec les avocats, vous y allez assez fort, les mettre tout de suite au numérique dans un truc qui est hyper humain? J'ai envie de vous dire qu'on n'avait pas vraiment le choix. Je peux vous dire la même chose que ce que je vous ai dit précédemment. Souvenez-vous du contexte. Oui. Nous sommes en 2018 quand je commence l'aventure procédure pénale numérique, avec une ambition qui est surtout de simplifier la vie du policier, du gendarme, du greffier, du magistrat. Nous savons que nous allons devoir communiquer sous format numérique avec des avocats, mais ce n'est pas le cœur de cible immédiat. Et puis 2020 arrive le Covid. Oui. Et le Covid change, mais littéralement, l'ambition pas qui est que la dans nôtre. les entreprises. Partout. Nous voyons une chose qui est fondamentale. Les deux sites expérimentaux de la procédure pénale numérique sont les deux juridictions les plus résilientes au moment du Covid. Et à ce titre-là, on se rend compte qu'il est nécessaire, pour pouvoir fonctionner correctement, également de dématérialiser au bénéfice des avocats. Et nous lançons à l'époque une plateforme qui maintenant est assez connue et qui s'appelle la plateforme Plex. Et c'est totalement lié au dispositif en question. Alors nous, on le connaît parce qu'on a un étudiant du DU Transformation Digitale du Droit et LegalTech qui vous a accompagné dans ce projet et à chaque fois, il en parle assez régulièrement. C'est une aventure extraordinaire. Bon, c'est superbe de l'entendre. Je suis ravi de cela. Écoutez, tout ça aurait été totalement impossible sans l'association que nous faisions ou que nous avions avec les avocats. Nous avons travaillé de manière extraordinaire avec le Conseil national des barreaux, à commencer par la présidente du CNB, mais je dirais plus avec les acteurs qui font partie de la commission numérique ou le barreau de Paris qui nous a énormément aidés à l'époque. Ouais. Oui, parce que tout ça ne peut se faire qu'à plusieurs. C'est impossible d'imaginer une communication en sens unique et uniquement venant des magistrats sans imaginer qu'un jour ce serait reçu par des avocats, oui. Et inversement. La logique de votre chemin, ça aurait été peut-être de prendre d'autres projets, mais pourquoi l'ENM en fait?
Bah, je vais prendre les choses de manière différente. Je pense que dès le départ et dès Bobigny, en faisant deux choses différentes, je me suis occupé de mineurs et puis de criminalité organisée. D'accord. J'ai compris que d'un coup d'un seul, j'étais plus intelligent sur mon métier en ayant fait des choses différentes. Et je me suis dit qu'à chaque fois que j'en aurais l'occasion, je changerais de métier pour pouvoir enrichir mon parcours. Alors je n'ai jamais vu ce parcours comme un plan de carrière, hein. Je ne l'ai Mmh. jamais vu comme une suite logique, mais je l'ai vu comme un fil rouge, une manière intelligente de voir le métier en ayant une perspective différente à chaque fois que j'abordais une fonction qui elle-même était différente. Mon sentiment a toujours été que la justice était d'une grande maison. Et vous voyez, cette maison, vous ne la connaissez pas uniquement très très bien en étant dans le salon sans jamais y bouger ou en bouger. Mmh. Vous la connaissez en allant à la cave, dans les archives, au grenier, et puis en vous baladant dans les couloirs, et puis surtout en n'hésitant pas à passer par la salle des machines. Et bien, c'est à peu près ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire essayer de bien comprendre la fonction justice, à chaque fois que j'en avais la chance d'enrichir mon parcours personnel, parce que bah, j'y vois quelque chose Mmh. d'absolument extraordinaire, et puis surtout d'imaginer qu'on pouvait changer un peu cette mission en la transformant sans jamais la trahir, donc en restant dans la justice, mais à chaque fois en changeant de perspective. Et ça me conduit assez naturellement vers ce qui est décrit par beaucoup comme étant la maison mère, la matrice, c'est-à-dire l'endroit où on forme Oui, les les magistrats. magistrats de demain. Avec une grande diversification en fait que vous avez opérée. Alors on a un jeune de droit comme H qui est rentré cette année et qui va être fasciné. Et je pense que quand vous le rencontrerez, il va rêver à tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, en fait, à l'ENM, il n'y a pas que des magistrats. En fait, l'école est assez ouverte. Il y a des avocats qui ne sont pas en reconversion, mais qui volontairement viennent pour contribuer à la justice. Oui. Pour vous rappeler les deux établissements que nous avons, hein, il y a Bordeaux et Paris. Mmh. Bordeaux s'occupe des concours et de la formation Formation initiale, initiale. mais pas que des magistrats, également des populations que nous accueillons, Mmh. qui ont des fonctions de magistrats, mais qui, des fois, n'ont pas exactement le statut de magistrat de l'ordre judiciaire. D'accord. Et puis, nous avons Paris. Et à Paris, nous avons des activités internationales, Ouais. puisque chaque année, nous formons 5500 magistrats Mmh. étrangers. Nous avons l'activité classique de formation continue des magistrats de l'ordre judiciaire. Et puis, nous avons une sous-direction qui, malheureusement, est méconnue. Merci de me donner la chance de pouvoir en parler. C'est le département des formations professionnelles spécialisées. Je vous le résume autrement. C'est la formation des magistrats non professionnels. Ouais. Alors, ceux-là, vous les connaissez, c'est les juges consulaires Consulaire, et ouais. les conseillers prud'hommes. Bien sûr. Mais c'est à côté la formation de toutes les personnes qui travaillent avec un magistrat. Ce qu'on Donc les appelle, greffiers, les... Non. sauf les greffes, Parce que qui c'est sont école à à Dijon, part, hein. Oui, c'est exactement. ça. Mais tous les autres, délégués du procureur, conciliateurs de justice. Ouais. Vous avez les avocats également honoraires Ouais. qui sont dans les cours C'est criminelles vrai. départementales, Ouais. que nous formons dans les mêmes conditions. Nous avons les assistants spécialisés, les attachés de justice, 11 populations que nous formons spécifiquement et à concurrence de 13 000 à 15 000 personnes chaque année. Et puis on rajoute des petits projets IA, puisque c'est la dernière fois qu'on a eu le plaisir de se rencontrer et de voir en fait comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'IA dans la justice. Et ce rapport, qu'est-ce que ça vous a appris en fait, ces travaux qui ont été réalisés, toutes les auditions que vous avez menées, dans un temps record, hein, c'était impressionnant. Oui, nous avions une mission avec un sponsor qui est un sponsor politique très important, puisque c'est le garde des Sceaux. Et je comprends sa demande consistant à dire il y a urgence. Les magistrats utilisent l'IA sans le dire, Mm. et il faut pouvoir les accompagner. Il y a énormément d'acteurs autour des magistrats et autour de leur activité qui potentiellement peuvent l'utiliser, et il ne faut pas créer en réalité d'asymétrie entre possiblement l'excès d'utilisation de Mm. l'IA par des avocats et des magistrats qui ne seraient pas en mesure de Oui, ce lire. qu'on voit en Belgique, où il y a un Vous l'avez vu? déséquilibre, Oui, bien sûr. c'est extraordinaire. Oui. Enfin, les photos parlent d'elles-mêmes. Je suis totalement d'accord. Et Impressionnant. donc cette urgence justifiait une mission de 3 mois pour pouvoir vous répondre. 3 mois, et à l'occasion de ces 3 mois, on a appris énormément parce qu'on s'est posé la question de la comparaison. Comparaison avec d'autres Et vous êtes ministères. curieux, en plus, moi je me suis retrouvé avec des notaires et tout, je trouvais ça génial, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, en fait, C'est où on vrai. fait de l'interpro comme vous l'avez fait. Hein. On a tenté de le faire, mais également on est allé voir ce qui se passait à l'étranger pour essayer Ouais. de se comparer et au mieux. Et je vais vous dire, ce que ça m'a appris, c'est que nous n'avions pas de raison de rougir, parce que mis à part un ou deux pays qui étaient comparables à la France, nous n'étions pas en retard. Ouais. Et qu'en revanche, il y avait une autre nécessité, ça c'est ce que j'ai appris, c'est que l'interprofessionnel était fondamental. Qu'il ne fallait absolument pas se louper là-dessus, pour une raison simple, qui est la raison de la souveraineté.
Alors, il y a bien sûr la souveraineté technologique, et on en a souvent parlé. Je crois qu'il y a une autre forme de souveraineté. C'est celle qui consiste pour un magistrat à savoir réellement ce qu'il y a. Et à être en capacité d'être souverain dans sa décision à partir du moment où il comprend comment l'outil qu'il va utiliser fonctionne. Et ça, nous avons pu le voir ensemble, et je crois que ça touche toutes les professions. Les avocats, les notaires, les commissaires de justice sont également concernés. J'ai une question, mais elle est peut-être totalement perchée. Vous n'êtes pas allé jusqu'au dernier mètre, en fait, jusqu'à la pénitentiaire? Alors, ce n'est pas... Quand je dis vous n'y êtes pas allé, c'est plus à titre personnel que dans les différents projets où j'imagine que vous ne pouvez pas travailler sans eux, où il y a eu toute la digitalisation des travaux d'intérêt généraux, Oui, enfin toutes ces choses-là. Mais ça ne vous a pas dit, ou l'opportunité ne s'est pas présentée d'aller un petit peu plus loin encore? Si, nous l'avons fait. C'est-à-dire que dans le cadre de nos travaux, nous avons intégré l'administration pénitentiaire et les métiers de l'administration pénitentiaire. Et à ce titre-là, il y avait 2 types de métiers. Soit le métier décrit, et dans ce cas-là, les outils que nous proposions à peu près pour tout le monde valaient pour ces acteurs qui devaient synthétiser quelques éléments écrits, ou éventuellement être en capacité d'interagir avec un traducteur simple pour des détenus qui sont des détenus qui ne parlent pas le français. Et puis il y a un autre métier qui est le métier de la surveillance, quasiment de la surveillance de sécurité, métier pour lequel nous avons fait des propositions également dans notre rapport pour accompagner l'administration pénitentiaire. Et l'accompagnement à la réinsertion, c'est aussi quelque chose de possible? Oui, mais là aussi... Plus compliqué, là. Non, mais pas plus qu'en accompagnant les services qui sont chargés de l'insertion et les services probatoires. Ceux-là, on a fait en sorte qu'ils soient totalement intégrés au bénéfice des outils généraux. En revanche, si vous évoquez des algorithmes qui permettraient de comprendre un peu des parcours et qui amélioreraient les dispositifs d'insertion, ce n'est pas du tout ce qu'on a produit en 3 mois. Oui. C'est toujours extrêmement sensible comme question. Et après, les résultats économiques de ce type d'approche ne sont pas toujours prouvés. Donc, je ne vous entraînerai pas dans ce chemin. Ce serait quoi la prochaine opportunité? Parce que le temps passe toujours trop vite quand on a des invités passionnants, comme c'est le cas à chaque fois dans les Illuminés du droit. Le prochain challenge pour Afid, ce serait quoi? J'ai énormément de mal à le visualiser au moment où je vous parle. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, j'attendrai une opportunité, celle qui me correspond. J'ai envie de dire, et puis peut-être que ça servira d'ailleurs à ceux qui regardent ce podcast, que la question justement de la logique d'un poste à un autre n'existe pas. En tout cas, pas chez moi. Ce qui est important, c'est de déterminer mon fil rouge. Le mien, c'est l'utilité. Vous connaissez l'ikigai chez les Japonais, les cercles concentriques où vous devez trouver un peu ce qui peut vous porter parce que vous êtes utile. C'est peut-être ça. C'est-à-dire que j'ai réussi au fil du temps à voir que à chaque fois que j'allais sur un nouveau poste, je m'améliorais. Et puis, je prenais soin de tirer les leçons de mes échecs à l'occasion de mes postes passés. Et je crois que c'est à peu près ça. C'est-à-dire que j'irai vers un poste qui me permet justement de m'épanouir, d'être utile, d'en avoir le sentiment. Et puis peut-être de tirer les conclusions de ce qui n'a pas marché sur mon poste actuel pour essayer de l'améliorer à l'avenir. Pour ceux qui ne vous auraient pas vu au dernier, c'était un généraux, pas de la justice, mais de nos amis juristes d'entreprise avec la FJE. Vous aviez été passionnant sur l'IA, vous avez été passionnant durant cette interview. Vraiment un immense merci. Retourner à Bobigny, c'est pour la fin de carrière ou ça vous dirait? Et pourquoi pas? Je vais vous dire, à la condition d'y trouver quelque chose de différent que ce que j'y ai vu la première fois. Bon, plus François Molins. Encore un immense merci. Un grand merci aussi aux amis de l'Ami Liaison, Groupe Carnot et Open Law, le droit ouvert, qui nous permettent d'avoir ce programme d'ouverture, et à Hervé Vanrier, que vous ne voyez pas, mais qui, avec ses ciseaux, fait des miracles. En fait, il a très peu de choses à couper, tellement nos invités sont bons. Encore un immense merci à Phil. Et puis j'espère à très bientôt, pour le 2e épisode, très certainement, ou avec l'un de vos 14 copains, parce que je suis impatient de les connaître. Merci encore. Au revoir. Au revoir.